Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast, pour cette nouvelle vidéo. Dedans, je vais vous raconter une petite histoire, mon histoire en rapport avec le coaching en développement personnel et ce que j'ai pu observer autour de moi. Donc c'est juste mon avis, c'est entièrement subjectif, mais c'est un peu au format rise and fall en anglais, donc on va dire l'élévation et la chute, parce que quand j'ai commencé à me lancer dans le coaching en développement personnel, les amis, c'était en 2015. C'est là que j'ai sorti ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, maintenant, cette vidéo n'est plus disponible parce que je me cherchais vraiment dessus. J'étais pas encore du tout au point, du coup, maintenant, je l'ai un peu délète, cette vidéo. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous raconter un peu comment c'était avant que je commence dans le milieu et ensuite comment ça s'est peu à peu dégradé. Mais il reste encore des belles choses aujourd'hui. Mais voilà, j'ai envie de vous faire ce partage. Parce que certes, c'est une chaîne de développement perso ici, mais c'est aussi, comme le dit son nom, mon journal de bord. Donc c'est parti les amis, pour écouter cette vidéo, comme d'hab, je vous recommande soit de vous poser devant et de m'écouter parler, soit de laisser l'audio tourner pendant que vous faites autre chose, des activités, des tâches du quotidien, tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Quand j'ai découvert le développement personnel, c'était en 2015. Et pour moi, c'était vraiment un truc glorieux. Le métier de coach en développement personnel, le life coaching. Donc, les vidéos que j'allais trouver à l'époque sur le sujet, enfin les personnes qui faisaient déjà ça avant moi, c'était surtout David Laroche et Tony Robbins. Tony Robbins, je sais pas si vous le connaissez pas, je pense que vous le connaissez, mais c'est un coach en développement personnel américain. C'est vraiment lui qui a fait éclater le mouvement coach en développement personnel dans le monde. C'est pas l'inventeur, mais c'est la personne qui l'a vraiment le plus fait éclater et populariser. Du coup, je voyais les vidéos de Tony Robbins où il faisait des conférences monstrueuses, où il animait, où il avait une énergie de dingue. Je voyais les vidéos de David Laroche aussi à l'époque qui étaient super belles, super bien faites, où il allait dans des beaux lieux inspirants, avec de la musique inspirante derrière, où il allait partager cette clé pour dépasser tel problème, ou pour travailler sur la confiance en soi, ou autre chose. Et je trouvais ça super beau. Surtout quand j'ai découvert ce métier, que ça existait. Pour moi, donc, comme je vous l'ai dit, c'était en 2015, mais dans ma tête, je connaissais pas du tout l'existence de ce métier. De là où je viens, le développement personnel, c'était plutôt un truc de bourge. Enfin, c'est comme ça que je le voyais ou qu'on le voyait. Genre, c'est pour les blancs riches qui font du yoga avec des survêtements qu'ils ont achetés, avec des leggings de yoga qu'ils ont achetés à 1000 balles juste pour frimer ou ce genre de truc, et qui boivent du jus des détox en frimant, en fait. Et maintenant, je me rends compte que c'est pas du tout ça, mais c'est le cliché que j'en avais dans mon esprit à l'époque. Oui, c'est immature, mais bon, j'étais immature à l'époque aussi. Je suis tout de suite tombé amoureux de ce métier et j'ai voulu me lancer dedans. Il n'y avait pas tout ce qu'on voit sur internet de coaching en développement personnel, des pubs Facebook de partout. C'était un truc qui était un peu noble. Genre, je vois les vidéos de David Laroche, Tony Robbins et tout. C'est genre des pointures dans le métier, ils font des trucs bien. Même maintenant, encore aujourd'hui, je le pense. Et du coup, j'ai voulu lancer les choses à ma manière, dans le sens où ce que j'ai vu, ça m'a montré que c'était possible d'être coach en développement personnel, que c'est un métier qui existe. Et ça m'a donné de l'espoir. Après, j'ai pas voulu copier ce que font les autres, j'ai fait les choses à ma manière, j'ai partagé mes conseils sur les sujets qui me parlaient, qui m'intéressaient, que moi je connaissais, j'ai proposé mes clés, les trucs que moi-même j'ai développés. Donc, bien sûr, les amis, je me suis formé au coaching à la sophro. Ensuite, j'ai posté ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était en fin 2015. Cette vidéo n'est plus disponible. Ah oui, cherchez pas. La tête que j'avais dessus, ça se voit, j'étais bloqué en vidéo. C'est les toutes premières, donc parler devant une caméra, donner ses propres conseils pour la première fois à des étrangers qui vont voir, oser le mettre en ligne avec, je sais que tout mon entourage, il va le voir. Waouh, je vous raconte pas comment j'étais bloqué à l'intérieur de moi-même. Et petit à petit, j'ai lancé ma carrière là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, pas forcément de moi et de ma carrière, mais surtout de ce que j'ai observé dans le milieu du développement personnel autour de moi, au fur et à mesure des années que j'ai continué à lancer ma carrière, à accompagner des gens en consultation individuelle et à publier des vidéos. Ce que j'ai observé, c'est vraiment qu'il y a eu une élévation et une chute. L'élévation, c'était au début, le coaching en développement personnel en France, quasiment personne ne connaît. Ensuite, il y a quelques rares personnes qui vont rendre ce mouvement populaire, dont David Laroche. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai eu. Je ne vous dis pas que c'est une étude de marché que j'ai faite. C'est comment moi, j'ai vu les choses se passer, ce que je raconte. Donc, c'est pas des faits précis. Peut-être que je me trompe dans ce que je dis. C'est juste le regard que moi, Stan, j'ai porté sur les événements qui se déroulaient autour de moi. Donc, j'ai vu qu'au départ, quasiment personne n'en parlait, en France du moins. Bon, aux États-Unis, c'était un peu plus populaire. Ensuite, il y a eu un boom. Le boom, c'est ce que je vais appeler la période du spirituality boom. Pour moi, c'était de
2016 jusqu'à 2018. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui est spiritualité, bien-être, ça a commencé à exploser en France. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont rués sur la spiritualité, qui se sont rués dessus et qui voulaient en consommer, et consommer du contenu en rapport avec la spiritualité et le dev perso. Pour ça, il y a eu beaucoup plus de salons bien-être qui ont ouvert, il y a eu beaucoup plus de festivals, festival de l'école de la vie qui s'est développé à ce moment-là, il y a eu les rayons bien-être et spiritualité de la Fnac qui ont triplé de volume. À la base, le rayon bien-être et spiritualité de la Fnac, il faisait genre, je sais pas, 1m30, vous voyez, il était tout petit. Et pendant le spirituality boom, ils ont pris un mur entier à la Fnac de Strasbourg, même 2 murs entiers par la suite, pour faire le rayon bien-être, spiritualité, philosophie, tout ça. Les vidéos de développement perso et de spiritualité, à ce moment sur Internet, ça cartonnait. C'était un sujet qui avait vraiment de la hype. Il y avait vraiment un effet de mode, avec beaucoup de gens qui gravitaient autour. Donc tout ce qui touchait autour de la spiritualité, c'est comme si pendant des années, j'ai l'impression que c'était un âge obscur où, à part dans certaines religions ou les communautés religieuses, mais hors communautés religieuses spécifiques, style musulmans, chrétiens, juifs, tout ça, en dehors de ces communautés, il y allait avoir une sorte de rejet de tout ce qui est ésotérique, mystique, physique quantique, loi de l'univers, tout ce genre de trucs. Et parce que pendant la période New Age, donc c'était un peu la période des années 60, 68, genre mai 68, révolution, tout ça, mais il y a eu aussi un boom de spiritualité à ce moment-là, mais vraiment énorme, j'ai l'impression, dans le monde. Il y a plusieurs maîtres spirituels qui sont apparus, qui donnaient leurs enseignements, ça a continué les années suivantes avec Omram Mikhaël Ivanov, Krishnamurti, Osho, tout ça, et après, ça s'est calmé un peu, et il y avait une sorte de rejet de tout ce qui était spirituel. J'ai l'impression, dans la société du moins, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, que je le voyais autour de moi. En tout cas, je vous rappelle, c'est la vision que Stan porte sur les choses. C'est comme si pendant tout ce temps, j'ai l'impression que le côté spirituel a manqué aux gens. Comme si on était tous enfermés dans notre bulle de matière, entièrement dans l'univers cartésien, on va dire, et que les personnes vivaient leur vie, mais sans le côté spirituel, connexion à soi, essayer de se développer, travailler sur les émotions, tout ça. Donc il y a comme si une partie de la vie, elle nous manquait. Et le moment où la spiritualité, ça a explosé de nouveau, j'ai l'impression que tout le monde se jette à nouveau dessus, du style... c'est quelque chose qui est important quand même, et ça nous a manqué pendant des années. Enfin, du moins, c'est le ressenti que j'en ai. Et le fait qu'il y ait un effet de hype, de mode autour, ça autorise des gens à le faire. Parce que si vous voyez plein de gens qui sont déjà en train de le faire et qu'il y a un effet de mode, c'est plus facile de se lancer dans un courant où il y a déjà une mode autour que d'être un précurseur total et de partir à zéro, de faire quelque chose que personne n'ose faire. C'est plus facile de suivre un mouvement de foule que d'initier un mouvement de foule. Donc à ce moment, on va voir beaucoup de nouveaux auteurs, de nouveaux influenceurs en rapport avec la spiritualité. Bon, maintenant on appelle ça influenceurs, mais c'est plus des gens qui vont partager des conseils, qui vont ouvrir des chaînes YouTube, écrire des livres, lancer des blogs, des pages Facebook là-dessus. Et ça pullule, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Mais ensuite, il va y avoir l'effet peut-être un peu malsain de la hype, et cet effet malsain, c'est que en fait, il y a plein de personnes qui ont vu ici une opportunité de business, mais pas juste en se disant la spiritualité, on peut en faire son travail, ou le coaching en développement personnel, on peut en faire son travail, mais qui ont vu en mode requin, du style, il y a des sous à se faire ici, il suffit juste de rentrer dans le pattern, de rentrer dans l'archétype du coach en développement personnel et ça va marcher. Et pendant un temps, ça allait marcher parce que les gens étaient tellement avides de spiritualité et de développement personnel qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu sur le sujet au début, donc les gens se jetaient sur ce qu'ils trouvaient. Donc les chaînes de développement perso qui étaient déjà bien établies, elles explosaient. Et tant mieux, parce que je trouve que, par exemple, la chaîne de David Laroche, c'est du bon travail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'estime. Ensuite, j'ai vu que cette hype, elle a stagné pendant un moment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mot hype, la hype c'est quelque chose, c'est un sort d'effet de mode qui est vraiment dans les tendances et il y a plein de personnes qui se jettent dessus, qui se ruent dessus. Une hype ça dure pas, c'est un moment passager, un pic d'affluence de population qui va s'intéresser en masse à un sujet. Et peu à peu, comme il y avait beaucoup de hype et donc beaucoup de demandes, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont commencé à faire des offres. C'est les lois de tout marché parce que oui, c'est de la spiritualité, mais c'est aussi un marché. On peut aussi le considérer comme tel, même si ça ne se limite pas à ça. Donc plus il y a de demandes, plus il y a des gens qui se disent « Ah bah tiens, il y a des opportunités, on peut faire de l'argent là-dedans. » Et je pense que à la fois au niveau de la qualité du contenu qui a été donné, mais aussi au niveau de l'image que ça a dans l'esprit des gens, ça s'est un peu effondré. Parce que actuellement, le bien-être, tout ce qui est côté bien-être, mieux-être, développement perso,
Contrairement à il y a 10 ans en arrière, maintenant ça fait partie de nos vies, au quotidien. On parle de bien-être au travail, il y a des gens qui font de la relaxation, de la sophrologie, même dans les grosses entreprises, de la méditation au boulot. T'as plein d'applis de méditation, de zen, de yoga, des studios de yoga partout, et je trouve ça cool. Parce que pour moi, c'est un aspect important de la vie, de s'intéresser à son mieux-être, à sa santé mentale, émotionnelle, intérieure. Donc je trouve que c'est positif, ça. Je suis pas du tout en train de critiquer, j'adore. Je pense que l'image du live coaching, dans l'esprit des gens, pas de tout le monde, mais de pas mal de personnes, ça s'est un peu dégradé à cause de 3 facteurs qui sont apparus suite à cet effet de mode. Les 3 facteurs, c'est dans un premier temps, c'est ce que je vais appeler la surcharge du marché. Je le vois comme le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont capté que les sujets de développement perso, c'était pas mal demandé sur YouTube, qui ont ouvert des chaînes et qui ont commencé à publier beaucoup de contenu là-dessus. Et donc, comme YouTube, c'est juste un seul site, une seule plateforme, et quand on va sur cette plateforme, le site ou l'appli, peu importe, il n'y a qu'un seul moteur de recherche, mais des milliers de personnes qui publient des vidéos sur tous les sujets. Donc quand on va taper une question sur YouTube, comment avoir confiance en soi, eh bien, il va y avoir des milliers de résultats. Donc forcément, la plateforme elle est surchargée et l'offre est même des fois supérieure à la demande. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui se sont mis à partager du contenu là-dessus, contrairement à il y a quelques années où c'était super rare. Donc le peu de contenu qu'on trouvait sur YouTube à l'époque là-dessus, on se ruait dessus. Et maintenant, il y a tellement de demandes là-dessus que en fait, il y en a trop et ça pullule. On a juste à taper une question, il y a des milliers de résultats. Donc les personnes qui veulent vivre du métier de coach en développement personnel sur YouTube, de publier beaucoup de vidéos pour être sûr qu'il y en ait certaines qui sortent du lot, ou bien de publier des vidéos de meilleure qualité, ça aussi c'est important pour que l'algorithme YouTube les valorise. Et il y a pas mal de concurrence, c'est un marché qui est ultra concurrentiel. Et c'est un peu la surcharge de l'algorithme. Et on dirait qu'il y en a tellement, ça pullule, comme si c'était devenu quelque chose de bas de gamme. Genre il y en a trop et les gens, limite ils en veulent plus quoi. Enfin, pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que dans l'esprit de certaines personnes, de beaucoup de personnes, c'est un peu ça. Et ça, pour moi, c'est la faute à personne, j'accuse personne, c'est juste l'ordre naturel des choses qui fait que ça se produit ainsi. Le deuxième facteur qui fait, selon moi, que le métier de coach en développement personnel se dégrade, c'est ce que je vais appeler les coachs plagiat-spam. Ah oui, plagiat/spam. En gros, ce sont des personnes qui, à la base, n'ont pas forcément de conseils spécifiques à partager. Ils n'ont pas un message qu'ils ont envie de transmettre au monde, ou ils n'ont pas un talent en particulier qu'ils ont envie de transmettre au monde, mais ils ont remarqué qu'on peut se faire du bif, du blé, du flouze dans le développement personnel. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écouter le contenu des autres coachs ou des autres écrivains en développement personnel et lire leur contenu. Et ensuite, ils vont ouvrir une chaîne YouTube et ils vont répéter les conseils des autres coachs sur leur chaîne. Et ils vont copier le modèle d'un autre coach. Donc en gros, ça va être des copycats, c'est-à-dire des personnes qui vont faire du modelage. Ils vont voir ce qui marche chez les autres. Ils vont reproduire les mêmes critères, mais pas juste pour atteindre le succès, parce que c'est une technique en PNL, on peut voir pourquoi ça marche mieux chez une personne, parce qu'il travaille mieux ses vidéos, parce que, je sais pas moi, parce qu'il met de l'humour dans ses vidéos, ou parce qu'il donne des conseils qui sont originaux et qu'on trouve nulle part ailleurs, mais ils vont pas juste faire ça. Ils vont reproduire ce que l'autre personne dit sur leur chaîne. Et ça va leur permettre de publier des vidéos à une fréquence très grande. Donc en gros, ils vont publier une vidéo par jour ou plusieurs vidéos par semaine pour quadriller des mots-clés sur l'algorithme. Donc l'algorithme de YouTube, enfin en partie, une des parties de l'algorithme, c'est que quand on fait une recherche, l'algorithme il va vous proposer, enfin le moteur de recherche, pardon, il va vous proposer des résultats en fonction des mots que vous avez tapés. Par exemple, si vous tapez comment avoir confiance en soi ou comment quitter un pervers narcissique, en fait le moteur de recherche il va vous proposer des vidéos qui contiennent dans le titre, la description, comment quitter un pervers narcissique. Et il va classer les vidéos par ordre de pertinence, en fonction du temps où les gens la regardent, du nombre de clics, enfin bref, de plein de trucs. Du coup, les coachs plagiat-spam, ils veulent que leurs vidéos apparaissent sur tous les mots-clés de leur thématique. Ils vont choisir une niche, c'est ce qu'on va appeler une niche en business, si vous connaissez pas en marketing, si vous connaissez pas ce terme, c'est un sujet auquel beaucoup de gens s'intéressent, un sujet de passion. Les niches, ça peut être les cartes à jouer magiques, Magic l'Assemblée, vous voyez, ça peut être aussi le golf, en fait, c'est une niche. Ou bien ça peut être les pervers narcissiques, c'est aussi une niche dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés et qu'il y a beaucoup de demandes par un sujet spécifique et ils vont y vouer un grand intérêt pendant un moment de leur vie. Donc les coachs que j'appelle les coachs plagiat-spam, c'est ceux qui vont regarder les vidéos de tous les autres coachs en développement personnel de leur domaine et ensuite
ils vont reproduire et répéter, ils vont juste redire les conseils des autres sur leur propre chaîne. Et ils vont bombarder de vidéos, parce que c'est facile de poster une vidéo par jour quand t'as pas à te casser la tête pour créer ton propre contenu. Quand tu voles le contenu des autres, t'as juste à regarder 2-3 vidéos sur un sujet, tu reproduis les conseils. C'est très vite fait. C'est beaucoup plus vite fait que de chercher tes propres conseils ou de faire des résumés d'études scientifiques. Enfin, ils citent même pas leurs sources. Hein. C'est pas des gens qui disent dans cette vidéo, je vais vous faire un mix de David Laroche et de Stan Carré. Non, je dis ça au pif. Mais c'est des personnes qui vont s'attribuer le contenu des autres. Et du coup, ils spamment. Donc, ils vont publier une vidéo par jour ou plein de vidéos par semaine pour vraiment que leur sujet surcharge un mot-clé. Et pour que dès qu'on tape le mot-clé concerné, on trouve leur vidéo. Du moins, c'est l'intention. Ça ne marche pas forcément si leurs vidéos ne sont pas pertinentes. Mais c'est le but. Donc, YouTube, qui était à la base une plateforme qui aide les coachs à se faire connaître, entre autres, ça sert à plein d'autres choses, YouTube, mais ça devient complètement surchargé de contenu de très basse qualité. Et je pense que dans l'image des gens, le plagiat spam, ça contribue à montrer que les coachs en développement personnel, c'est un truc un peu de moins bonne qualité qu'à l'époque. Vu qu'il y a plein de contenus où les personnes partagent des vidéos, ils sont pas authentiques, ça se voit dessus, c'est du contenu qui est déjà dit et redit, donc c'est moins glorieux qu'à l'époque où on se disait « Waouh, mais ce mec, il est inspirant, il accomplit de grandes choses, je veux être comme lui ». C'est un peu comme le rap. J'ai regardé l'émission de télé-réalité Rhythm and Flow, c'est-à-dire c'est une sorte de télé-réalité où tu as un jury avec 3 rappeurs américains, donc il y avait Cardi B, Chance et T.I. et ils essayaient de trouver un talent avec des épreuves d'élimination pour trouver le meilleur rappeur parmi tous les concurrents. Et dans cette émission, Cardi B, elle dit que pour elle, un des critères qui est important pour une rappeuse, c'est que si une petite fille va au concert de cette rappeuse, elle dit « Maman, je veux être comme elle, je l'adore ». Et pour les coachs en développement personnel, j'ai l'impression que c'était à l'époque comme ça, que tu avais des coachs inspirants. Et quand on les voyait, on disait « Waouh, ce mec, je veux faire comme lui, il m'inspire, je l'adore ». Maintenant, c'est du plagiat spam. T'as des vieux gars, des vieilles meufs, ils vont reproduire et pomper complètement les conseils des autres sur leur chaîne. Et quand tu les vois, tu te dis pas « Waouh, je veux être comme lui, il m'inspire ». Tu te dis « Ah, bon, cette vidéo, elle me fait chier, je passe à la suivante ». Les amis, je vous parle à cœur ouvert, hein, c'est juste mon avis sur le sujet, vous le prenez ou pas, vous en faites ce que vous voulez, je vous le rappelle. Et ce qui est grave pour moi avec les coachs plagiat spam, c'est 2 choses. La première, c'est pour les coachs en développement personnel, et la deuxième, c'est surtout pour le public. C'est grave pour les coachs en développement personnel parce que c'est de la concurrence déloyale, hein, pour moi c'est du parasitisme. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de voler la place dans les moteurs de recherche, dans l'apparition des résultats, ils vont essayer de se positionner avant les coachs qu'ils copient. Donc ça veut dire qu'ils vont voler le contenu d'une personne et essayer d'être plus visibles dans le même marché que la personne dont ils volent le contenu. Donc par exemple, le coach plagiat spam Y va voler le contenu de X. Il va essayer de se positionner sur le marché avant X, dont il vole le contenu, mais en utilisant le contenu de X. Et je trouve surtout que c'est ultra malsain. C'est malsain parce que c'est banalisé. Tu as même des formations en ligne, entre guillemets, formateurs de quoi? Ils n'ont aucune légitimité là-dedans, mais tu as même des formations en ligne qui t'apprennent à faire du plagiat spam. Ils appellent pas ça plagiat spam, mais c'est comment réussir sur YouTube. Donc il faut juste que tu regardes les sujets des autres, que tu refasses les vidéos à ta sauce, que tu répètes leurs conseils et tu te positionnes sur les moteurs de recherche avant eux. Et c'est un truc, dans la tête des coachs plagiat spam, ce qu'ils font c'est pas mal. Ce qu'ils font c'est normal et c'est bien, et ils en sont persuadés ces gugus. Et c'est du coaching en développement personnel. Donc ils sont censés t'aider au mieux-être, mais en volant le contenu des autres. C'est n'importe quoi. Et déjà, je trouve que c'est super malsain. C'est une démarche qui est vraiment une démarche de requin. Genre, on écrase les autres, on se positionne avant eux dans les moteurs de recherche. Et c'est pas grave. Mais le problème, c'est de voler le contenu des autres et de l'utiliser pour se positionner avant eux. C'est ça qui est malsain. Parce qu'après, chacun fait sa concurrence comme il le souhaite. C'est aussi grave pour le public. Parce que le coach plagiat spam, c'est du coach qui n'a pas de contenu propre. Donc il va juste pomper le contenu des autres, et à force de le pomper, il l'absorbe et il le recrache sur sa chaîne YouTube. Mais il vend du coaching. Donc tu as des personnes qui ont subi des troubles importants, qui ont des traumatismes, qui ont peut-être même subi des attouchements, des abus physiques, mentaux, émotionnels, sexuels, et qui vont se faire accompagner par ces gens qui n'ont aucune compétence, aucune formation. Et aucune formation, encore, ça peut passer si tu as eu un long parcours, voilà, que tu t'es formé à d'autres choses et tout, mais
Mais ils ont rien, ils sont creux, ils sont vides, ils sont juste remplis des mots donnés par les autres. Et le problème, c'est que le coach plagiat spam, à force de répéter les mots des autres sur sa chaîne, au bout d'un moment, ces mots ils vont finir par rentrer dans son crâne et il va s'approprier dans son esprit va se construire avec le contenu des autres. Donc ils vont tellement entre guillemets, s'inspirer ou plagier ou copier les autres coachs en développement personnel, qu'à force de les copier, ils vont s'imprégner du contenu qu'ils copient et ils vont se persuader qu'à partir de ce moment, ce contenu est légitime. Mais à aucun moment, ils partagent ce qu'ils ont compris eux-mêmes. Ils partagent ce qu'ils ont compris les autres et ensuite, au bout d'un moment, ils arrivent à ne plus répéter mot pour mot ce que font les autres, mais à faire un patchwork dans leurs vidéos de ce que les autres coachs ont dit, mais ça devient un petit peu plus naturel que s'ils répétaient du mot pour mot. Vous captez le délire. Et c'est malsain pour le public parce que les clients qu'ils vont accompagner, moi je dis client pour le coaching et pas patient, parce que je ne suis pas en train de guérir la personne qui patiente, j'accompagne une personne qui est active et qui a recours à une de mes consultations dans le but de dépasser un problème par elle-même. Donc il y a vraiment une démarche active, c'est pour ça que je dis client. Et pour moi, le troisième facteur, moi je serais moins long là-dessus, hein, mais les coachs plagiat spam, j'avais des trucs à dire hein, parce que moi j'apprécie pas du tout ce mouvement. Pour moi c'est un mouvement malhonnête, pernicieux et égoïste et c'est même malveillant quoi. Du coup, pour moi, le troisième point clé qui fait que... point clé, on se croirait dans ma vidéo de coaching, mais bref les amis, le troisième point clé qui fait que pour moi, le coaching en développement personnel, ça s'est un peu dégradé au sein de son image dans l'esprit des gens, c'est les coachs business et marketing. Alors, j'ai rien contre, mais encore une fois, tu as tellement de gugus qui apparaissent de partout qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte, enfin qu'il y a une offre, pardon, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Il y a beaucoup plus de gens qui vous proposent des formations en ligne que, j'ai l'impression, de personnes qui les achètent. Dans le sens où les coachs marketing ou les personnes qui vont donner des conseils pour aider les entrepreneurs à réussir, ben, j'aime bien ça. Ça peut aider pour construire son entreprise, comme par exemple Antoine BM ou Stan Leloup de Marketing Mania qui vont partager des bons conseils. Et je regarde souvent leurs vidéos, j'aime bien. Il y a tellement de personnes qui ont capté qu'il y a de la thune à se faire là-dedans que ça pullule. Et du coup, ça décrédibilise le mouvement. Et j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, le coaching, ça mélange le tout. Enfin, peut-être pas vous qui regardez mes vidéos souvent et tout, mais les personnes qui connaissent pas trop, dans leur tête, le coaching, on dirait que c'est qu'ils mettent tout dans le même sac. Les coachs business et les coachs en développement personnel. On peut le trouver dans certains reportages sur les grandes chaînes de télé qui disent coaching, arnaque ou non, et ils vont parler à la fois de coaching en développement perso et aussi de coaching business. Et tu vas retrouver des formations par milliers, genre tu regardes une vidéo sur YouTube et t'as un mec qui l'apparaît, il te fait hop hop hop, ne ferme pas cette pub, achète ma formation en ligne, j'ai été étudiant avant et maintenant je suis devenu rentier multimillionnaire en appliquant ces simples conseils, achète ma formation. Et on va retrouver ça par milliers, des gens qui vont louer des voitures, des Airbnb pour faire genre c'est leur baraque et tout. Et il y a des gens crédibles dans le tas et qui sont sincères, mais ils sont, on dirait, assimilés à ce mouvement de charlatanisme. Et voilà, moi je suis pas pour mettre tout le monde dans le même sac. Voilà ce que je souhaitais vous partager, mais, enfin concernant la dégradation, mais, parce que pour moi il y a un mais. Ah oui les amis, si vous aimez bien cette vidéo et que vous aimez bien mon approche, enfin voilà, n'hésitez pas à checker ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche aussi. En général, sur cette chaîne, je partage ma vision des choses, je parle de moi et je donne des conseils de développement perso. Généralement au format podcast un peu long comme cette vidéo. Maintenant, je trouve que malgré tout ça, il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, le coaching en développement personnel, je trouve que c'est un beau métier. Même s'il y a des gens qui en font n'importe quoi, qu'il y a des gens qui font clairement de la merde avec et qui font du plagiat spam, enfin voilà, même s'il y a des gens qui ont une démarche qui est malsaine et déloyale, je trouve que c'est quand même un beau métier en soi. C'est pas notre responsabilité s'il y a des gens qui font n'importe quoi avec. En soi, c'est un beau métier parce que ça consiste à soi-même avoir réglé des problèmes difficiles, avoir porté une vision différente des autres sur les choses et pouvoir accompagner des personnes à faire de même et à dépasser leurs difficultés, à remettre leur esprit en place et à dépasser leurs blocages. Donc moi je trouve que c'est vraiment un beau métier. Ça sert à inspirer les gens et à aider les gens à dépasser leurs blocages dans leur vie. Enfin moi j'aime faire ce métier, je continue à l'exercer et j'ai une approche peut-être un peu différente. Dans mon accompagnement, c'est plus quelque chose... c'est pas en rapport vraiment avec... je mélange le coaching en développement personnel et aussi beaucoup de compréhension, parce que la compréhension, ça permet vraiment de se débloquer. Pas comprendre dans notre enfance pourquoi on a vécu ça, mais comprendre
comment se construit le blocage dans le présent et comment le débloquer. Et dans mon accompagnement, j'aide les personnes à comprendre leur blocage et apporter une vision différente dessus pour débloquer l'énergie, pour aller mieux, et aussi à trouver des réponses à leurs questions et à mettre en place une stratégie, à savoir dans quelle direction diriger notre énergie et nos actions pour avancer. Donc, après, j'utilise la sophrologie aussi pour travailler sur les émotions, mais bref, je trouve que dans ce milieu, il y a aussi beaucoup de coachs sains, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont saines dans leur approche et bienveillantes, et qui accompagnent les gens vraiment à dépasser leur souffrance, à se surpasser, transcender les peurs, et je trouve ça beau. Donc je trouve qu'il y a encore beaucoup d'espoir. C'est aussi une opportunité de travail que même si le marché est un peu surchargé, comme je vous l'ai dit, tout ça, je pense que c'est toujours possible de réussir dedans pour les personnes qui le souhaiteraient, que c'est pas mort, quoi. Que même si le marché est ultra concurrentiel, si on fait du bon taf, qu'on travaille sérieusement, qu'on étudie comment réussir tout ça, je pense qu'il y a toujours moyen de le faire. Donc c'est quand même quelque chose de beau. Et moi, je continuerai à faire ce métier. J'aime ça. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'ai toujours envie de continuer à le faire sous forme de consultation, de retraite spirituelle. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que vous, ça va. Sinon, dites-moi dans les coms, les amis, vous, ça va ou quoi? En cette fin d'année 2021, pardon. Est-ce que ça baigne pour vous? Vous passez du bon temps et tout? Si vous voulez me partager comment vous allez dans les coms, vous êtes les bienvenus. J'essaye de répondre à tous les coms sous les vidéos de cette chaîne. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon histoire, de mon partage, de mon retour d'expérience aussi. Et moi, je suis toujours disponible pour mes consultations, donc si vous le souhaitez. Du coup, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.